l'invité des matins, vous l'aurez compris, Valérie Pécresse, la matinale politique des matins de France Culture avec Frédéric Mettezo. Bonjour Frédéric. Bonjour à tous. Bon écoutez, Valérie Pécresse, je vous salue, bonjour. Voulez-vous vraiment sortir de la crise chez Albin Michel? Mais enfin, je remarque que Thierry Pêche, pendant sa chronique, vous a tellement à ce point regardé, et vous faisant, je ne sais, les yeux doux ou les sourcils froncés, que je vais vous laisser peut-être réagir à sa chronique. Ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une période d'eau beaucoup plus calme sur les marchés. Mais je rappelle quand même à Thierry Pêche, parce qu'on ne s'est pas fait peur uniquement pour se faire plaisir, si je puis dire. C'est-à-dire que pendant l'été 2011, été où j'étais aux commandes avec François Baroin du ministère des Finances, nous avions vraiment une situation de crise épouvantable. L'euro était sur le point d'imploser, la zone euro de se disloquer, la Grèce était en faillite. Enfin, je veux dire, il y a quand même eu sur les marchés financiers une crise des dettes souveraines extrêmement brutale et violente. Et le problème de cette dette, et il le dit très bien, c'est que elle n'a pas été résorbée pour autant. Et ce n'est pas parce que des masses de liquidités cherchent aujourd'hui à se placer éventuellement à des taux d'ailleurs bradés sur les marchés financiers aujourd'hui, que demain, cette épée de Damoclès de la dette ne nous remettra pas en péril. Parce qu'il suffit que les marchés décident que la France finalement n'est plus un bon risque, que placer en France, ça n'est plus un bon placement, et du jour au lendemain, si la confiance s'en va, on ne paiera plus 45 milliards d'euros de charge de la dette, mais 50, 55, et à ce moment-là, tout se retourne. C'est-à-dire que le gouvernement n'aura plus de marge de manœuvre pour investir dans les services publics, etc. On n'a pas joué à se faire peur. On avait vraiment peur en 2011 et il y avait un vrai danger. Alors Valérie Pécresse, donc avec nous ce matin, pour notamment à la fois parler de son livre, mais bien sûr de l'actualité. Nous ne manquerons pas de vous demander où en est aujourd'hui l'UMP, entre François Fillon et ses déclarations nouvelles, notamment citant cette fois Charles de Gaulle, mais ce sera pour tout à l'heure, avec notamment aussi, qui sait, la création d'un nouveau parti, qui serait une sorte de mélange hybride entre Jean-Louis Borloo et François Bayrou, un MODUI, un UDI-MODEM, enfin je ne sais pas, on vous donnera votre avis sur la question. La question, bien sûr, qui préoccupe beaucoup de Français en ce moment, dans l'opinion, la question des Roms. Mais tout de même, je me suis laissé dire, avec Valérie Pécresse, que vous aimiez bien le bricolage. Avez-vous fait un peu de bricolage ce week-end? Enfin, notamment ce dimanche. Moi, c'est plutôt le jardinage, si vous me permettez. Voilà, ouais, ça va avec, jardinage, bricorama. C'est parce que je ne suis malhabile de mes mains, donc le bricolage, je laisse ça à d'autres. Mais non. Bon, vous voyez où je veux en venir, bien sûr. Vous voulez parler de l'ouverture des magasins le dimanche, qui ne concerne d'ailleurs pas forcément que le bricolage, qui peut concerner le jardinage et plein d'autres magasins. Le sujet pour moi, c'est simple. C'est que fait-on pour l'emploi? Que fait-on lorsque des salariés souhaitent travailler davantage et gagner davantage? Que fait-on lorsque dans des grandes métropoles, la qualité de vie est mise en péril par le fait qu'on ne peut pas consommer le dimanche? Voilà, moi je crois à la souplesse. Je ne suis pas... À l'époque, on disait que s'il en était tous ouverts le dimanche, ça en mettrait la qualité de la vie en péril. Est-ce que les choses ont changé aujourd'hui? Il fallait absolument le sacro-saint repos dominical. Je ne suis pas pour la généralisation de l'ouverture des magasins le dimanche. Je suis favorable à ce qu'il y ait des temps de repos dans la vie. Je suis favorable à ce que les salariés qui ne souhaitent pas travailler le dimanche ne le fassent pas. En revanche, on voit bien aujourd'hui qu'il y a un sujet d'emploi dans notre pays. Le cas emblématique, c'est le cas de Sephora. Alors, c'est pas l'ouverture des magasins le dimanche, c'est l'ouverture des magasins la nuit sur les Champs-Élysées. Mais 20% du chiffre d'affaires de Sephora se fait la nuit et se fait avec des touristes qui passent à Paris quelques jours. S'ils n'achètent pas sur les Champs-Élysées, ils achèteront à Londres, à Berlin, à Barcelone. Donc, est-ce qu'on peut se priver de cette consommation, de cette croissance, de ces emplois? Moi, je crois que non. Alors, sur les magasins le dimanche, vous savez que je suis effectivement, je milite pour un assouplissement de la législation, mais depuis des années. Parce que, évidemment, je suis élu de la Grande Couronne, que j'ai dans ma circonscription, le centre commercial de Vélizy 2, qui est l'un des plus grands centres commerciaux d'Île-de-France, qui a toujours été à la tête du mouvement pour l'ouverture du dimanche. Pourquoi? Tout simplement parce que quand on habite en Grande Couronne, qu'on a 2 heures de transport par jour, eh bien le seul moment où on peut faire ses courses, c'est le week-end, dans des grands centres commerciaux bondés, et que des étudiants cherchent aussi du travail. Donc tout ça fait que dans les grandes métropoles, dans les zones de consommation exceptionnelle, il faut assouplir la législation. Comment politiquement on peut opérer, si j'ose dire? Parce que là, il y a une sorte de chantage, tout de même, fait par de nombreuses grandes surfaces qui ont bravé la loi fièrement, crânement, avec le soutien banderole à l'appui de certains, justement, de leurs salariés. Comment on fait là, quand le gouvernement se réunit ce matin avec les ministres intéressés? Il faut céder, il faut passer par décret, il faut refaire une loi, il faut détricoter toute cette loi, justement, de la question du travail le dimanche.
Avec le millefeuille que l'on sait? D'une manière générale, il faut plus de souplesse à l'économie française. C'est ma thèse et je la défends, que ce soit sur l'organisation du travail, que ce soit sur les modalités d'ouverture. Laissons le choix aux salariés et à l'entreprise. Protégeons les salariés. Mais si on voit bien qu'il y a un accord gagnant-gagnant qui peut être trouvé, trouvons-le. Vous savez, les magasins du dimanche n'organiseraient pas un bras de fer aujourd'hui avec l'État s'ils ne se sentaient pas soutenus, y compris par la population française qui considère qu'aujourd'hui, il faut plus de souplesse. J'étais ministre de l'université. Les étudiants doivent travailler, gagner un peu d'argent pour financer leurs études. Est-ce qu'on va les faire travailler pendant la semaine, en même temps que leurs cours, ou est-ce qu'on leur permet de travailler le week-end, payer double, et d'étudier la semaine? Vous voyez, c'est des sujets complexes, c'est des sujets de société, et on arrive... La loi est toujours trop simpliste, toujours trop normée. Frédéric Mettezo. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction à dire du côté de la droite et du côté des employeurs que le coût du travail est trop élevé en France, et de l'autre dire on peut payer double des employés certains jours de la semaine? Si les entreprises ont les moyens de les payer double, ça veut peut-être dire que le coût du travail n'est pas si exorbitant que cela. Vous savez que le secteur de la distribution est un secteur totalement protégé de ce point de vue de la compétition internationale, enfin en tout cas l'était jusqu'à l'arrivée d'Internet, parce qu'on n'a pas encore parlé du phénomène Internet. Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe à dire je protège les libraires, les petites librairies, en les empêchant d'ouvrir le dimanche, et en même temps, finalement, sur Amazon, on trouve tout. Et la valeur ajoutée d'Amazon, elle se fait où? Les salariés d'Amazon, ils sont où? Alors, avec Internet en plus, qui est un énorme bouleversement, je crois qu'il faut absolument qu'on aide la grande distribution. La grande distribution est donc un secteur protégé, effectivement non délocalisable. Donc si elle estime qu'elle peut payer double ses salariés, croyez-moi, c'est parce qu'elle y trouve son bénéfice. Et je voudrais revenir également sur la mobilisation dont parlait Marc Voincher, ces gens qui hier donc ont voulu travailler, mis des banderoles. Vous disiez ici même sur France Culture il y a quelques mois que vous n'étiez pas trop favorable à la désobéissance civile. On parlait à l'époque du mariage. Là, on est dans un cas typique de désobéissance civile par rapport à une décision de justice. Comment le gouvernement doit accueillir ce mouvement ? Non, mais moi, je n'appelle pas à ne pas respecter la loi. Au contraire, simplement, je viens de co-signer avec Luc Châtel une proposition de loi qui permet d'assouplir dans les grandes métropoles, dans les zones de consommation exceptionnelles, par exemple les centres commerciaux, mais par exemple aussi certains centres-villes, la possibilité de travailler le dimanche. Alors, est-ce que il faut relier cette actualité-là compliquée d'un gouvernement qui est aujourd'hui mis au défi de trouver vite fait quelque chose quand même pour régler cette question du dimanche? Et est-ce qu'il faut relier à ça la difficulté qui se fait jour aujourd'hui au sein du gouvernement sur la question alors des Roms? On a vu les échanges plutôt salés tout ce week-end entre Manuel Valls et Cécile Duflot sur l'idée qu'au fond il y en a un qui ne respecterait pas la République comme elle devrait l'être, et l'autre disant vous n'avez pas au fond à me dire ce que j'ai à penser, d'autant que je suis soutenu, je simplifie grosso modo, par 7 Français sur 10. Alors là, comment va-t-on sortir de cette question des Roms, sachant que François Fillon a dit qu'il n'approuvait pas la méthode de Manuel Valls, mais que tout de même il ne désapprouvait pas ses propos, Laurent Wauquiez de même hier. Si vous me permettez, le problème c'est qu'il n'y a pas de chef à la tête de l'État. Enfin, il faudrait c'est ce que dit Libération ce matin d'ailleurs. Ah bah écoutez, je suis sur la ligne de Libération. Ça m'est arrivé par le passé. Mais oui, pas d'autorité. Où est l'autorité? Non mais attendez, aujourd'hui, on est dans une cacophonie hallucinante. Moi, j'ai entendu Alain Vidalis dire c'est normal qu'il y ait que chacun fasse entendre sa petite musique ou sa partition, je sais plus. D'accord. Les polyphonies corses, c'est bien à condition qu'il y ait un chef d'orchestre. Vous voyez ce que je veux dire? Sinon, c'est pas harmonieux. Là, on est dans le couac généralisé, et le vrai problème aujourd'hui, c'est celle de l'autorité de François Hollande. Et les Français le ressentent comme tel. Quand on est chef, on doit décider d'une ligne, on doit décider d'un cap. On ne peut pas avoir dans son gouvernement Manuel Valls et Cécile Duflot, ou en tout cas, si on les a tous les deux, on leur dit quelle est la ligne, et on fait taire celui qui n'est pas dans la ligne. Mais alors, sur la question même, que faut-il faire? Parce qu'on a l'impression, et d'aucuns observateurs s'émeuvent tout de même, que l'on fait d'un énorme problème national une question qui, au fond, rassemble 17 000 personnes. Gouverner, c'est aussi avoir à gérer un certain nombre de symboles. Et quand je disais il manque un chef à la tête de l'État, c'est ce que ressentent les Français sur cette question des Roms. Pourquoi? Parce qu'elle est devenue symbolique d'une forme d'impuissance. Même Manuel Valls,
qui, sur ces mots, rassemble, comme vous l'avez dit, 7 Français sur 10, sur ces actes, on aimerait bien pouvoir le juger, si vous voulez. Il n'y a pas d'acte, il est impuissant. Alors, je ne dis pas... Valérie Pécresse, il a reconduit Stéphane 2 Rosès. fois plus de Roms. Il a reconduit 2 fois plus de Roms que vous ne l'avez fait vous-même, puisque mi-2013, nous sommes au chiffre d'expulsion de 2012. On verra ces chiffres. Moi, je ne connais pas ces chiffres. Ce que je note, c'est que nous avions été extraordinairement critiqués pour avoir fait des reconduites de Roms à la frontière et qu'aujourd'hui, vous venez me dire que c'est très bien d'en faire 2 fois plus. Non, je n'ai pas dit ou mal. J'amène un argument qui montre sur les faits qu'on s'en plaigne ou qu'on s'en satisfasse, il y a quand même de la part des services de Manuel Valls en la matière des actes. Monsieur Rosès, sortez du périphérique, vous le faites, j'imagine, très souvent, et allez voir les bidonvilles insalubres que nous avons. Oui, mais le sujet, ça, c'est la crise des pays de l'Europe du Sud qui fait qu'il y a une migration plus importante, sans doute, dans notre pays, et puis des problèmes en Roumanie et en Bulgarie. Eh bien, le sujet, vous l'avez très bien dit, il n'est plus aujourd'hui seulement un sujet de reconduite, parce que c'est un tonneau des Danaïdes, c'est un sujet aujourd'hui diplomatique. Et c'est un sujet qui doit être porté au bon niveau, c'est-à-dire à Bruxelles et dans la négociation intergouvernementale avec la Roumanie et la Bulgarie. Il faut refuser Schengen à la Bulgarie et la Roumanie pour janvier 2014 ? Mais il faut déjà comprendre pourquoi il y a une politique européenne qui dépense des milliards d'euros pour l'intégration des populations roms dans leur pays d'origine et pourquoi cette politique ne porte pas ses fruits et conduit à des migrations aussi importantes. Donc ça, c'est la première chose. Et il faut peut-être les remettre en cause, ces politiques. Parce que je ne vois pas pourquoi un État comme la Roumanie toucherait des milliards d'euros si c'est pour ne pas intégrer les populations en cause. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'évidemment, au 1er janvier 2014, nous avons, si je peux dire, un élément de pression diplomatique, qui est cet élargissement de la libre circulation en Europe. Et moi, je crois qu'il faut utiliser cette arme de pression pour parler, pour dialoguer avec la Bulgarie, la Roumanie. En même temps, il faudra peut-être rappeler donc refuser l'entrée de la Roumanie et de la Bulgarie dans Schengen au 1er janvier. En tout cas, la suspendre tant que ce problème ne sera pas réglé. Précisément, c'est un argument qu'on a beaucoup entendu, mais la Roumanie et la Bulgarie sont dans Schengen depuis le 1er janvier 2007. Ce qui va seulement changer, c'est l'accès total au marché du travail des Bulgares et des Roumains, donc peut-être des Roms. Donc si on veut éviter, comme le souhaitent certains, de faire venir des Roms en France, c'est pas le 1er janvier 2014 qui va changer quelque chose. C'est une renégociation complète de tous les accords. Mais Monsieur Bettezo, vous comprenez bien que c'est quand même la libre circulation des travailleurs roumains et bulgares, c'est quand même un instrument de pression sur des États qui ne remplissent pas leurs responsabilités. La libre circulation des individus est déjà permise. Ce qui change en 2014, c'est l'accès total. La libre installation des travailleurs. Ben oui, mais c'est quand même un vrai instrument de pression diplomatique. Je ne dis pas que ça résoudra d'un coup de baguette magique le problème. Je ne le pense pas. Je pense que le problème est beaucoup plus profond. Et il vient, et vous l'avez sans doute vous-même constaté, de la question de l'intégration des populations roms dans leur pays d'origine, qui les conduit à migrer. Donc on a un sujet majeur. Je pense que effectivement, vous l'avez posé, la question de la renégociation intégrale des accords de Schengen, de toutes les façons, se posera. Elle se posera parce que nous avons un problème de porosité des frontières de l'Europe. Et c'est vous qui êtes plutôt fédéraliste, intégratrice qui dites ça, pardon. Ah, moi je suis très européenne, mais parce que je suis européenne, je n'admettrai pas que l'Europe soit abîmée parce qu'elle apparaisse impuissante à réguler les flux migratoires à ses portes. Et je l'ai dit, je l'ai écrit, nous devons aujourd'hui faire en sorte que les frontières de l'Europe soient respectées. Mais là, c'est pas un problème de frontières externes de l'Europe, puisque les Roms sont nés en Roumanie, nés en Bulgarie et installés depuis des siècles. Donc finalement, si on remet en cause la libre circulation des individus, c'est aussi celle des capitaux et des marchandises à terme, non ? On ne peut pas faire deux poids, deux mesures. Ne mélangeons pas deux choses. Vous m'avez dit, est-ce qu'il ne faudrait pas en profiter pour renégocier Schengen ? Je vous dis oui, il faut en profiter pour renégocier Schengen. Je n'ai pas du tout dit que la question des Roms était une question extra-communautaire. Mais nous avons une question Rome, de migration intra-communautaire, et nous avons une autre question migratoire, qui est celle des frontières de l'Union européenne, et qui n'est pas non plus totalement réglée. On sait qu'il y a des zones dans les frontières de Schengen qui sont beaucoup moins surveillées, qui permettent des migrations non contrôlées. Et ça,
ça suscite évidemment la Grèce aussi beaucoup de protestations et beaucoup d'insatisfaction. Stéphane Rosès ? Oui, vous êtes très pro-européenne, on l'a rappelé, Angela Merkel vient de se faire réélire, elle va avoir besoin d'une coalition. Que doit dire la France dans le moment actuel? La crise européenne semble nous mener vers un abîme, les Roms ne sont sans doute qu'une conséquence d'un problème structurel pour l'Europe. Vous êtes fédéraliste, sans doute n'aurait-il pas fallu élargir l'Europe avant que de se demander ce qu'on avait à faire ensemble en Europe. Comment vous entrevoyez la réponse à la crise européenne forte? Alors je vous reprends, je ne suis pas fédéraliste. Je ne suis pas fédéraliste parce que je ne crois pas, et surtout pas en ce moment, à des transferts de souveraineté supplémentaires à l'Europe. Je crois aujourd'hui que les États-nations doivent dans l'Europe exercer pleinement leurs responsabilités et je crois que l'Europe progressera, comme elle l'a fait pendant la crise économique des dernières années, par plus de décisions intergouvernementales. Moi, j'ai cru au couple Sarkozy-Merkel. Je pense que s'ils n'avaient pas été là, si les États n'avaient pas été là, il y avait une telle crise de leadership au sommet de l'Union européenne que nous n'aurions pas surmonté la crise. Si, parce que j'y viens. Parce que là, Madame Merkel est évidemment en position de force. Il faut absolument que le couple franco-allemand redevienne moteur. Et de ce point de vue, on en revient à la première question que vous m'avez posée. Il faut un chef à la tête de l'État, il faut un François Hollande qui rétablisse la place de la France dans l'Europe et un dialogue intergouvernemental très fort France-Allemagne pour définir les nouvelles règles de fonctionnement d'une Europe forte. Je ne connaissais pas cette boutade, mais vous la rappelez dans votre livre, Nicolas Sarkozy disant l'Allemagne sans la France fait peur et la France sans l'Allemagne fait rire. C'est toujours le cas ? J'aimerais bien que ce ne soit plus le cas et je pense surtout que vraiment le couple franco-allemand, dès lors qu'ils se répartissent les rôles, dès lors que la France accepterait aussi de faire un certain nombre d'efforts et de se réformer pour être à la hauteur des enjeux économiques de l'Europe et des enjeux politiques, je crois que c'est la meilleure solution. Mais Angela Merkel veut l'union politique. Elle veut d'abord, je pense, une convergence fiscale et économique qui ferait beaucoup de bien à toutes les entreprises françaises. Bonjour Brice. Bonjour Marc. Alors, bonjour Valérie Pécresse. La vie politique sous toutes ses coutures. Hein. Cela fait des décennies qu'on sent la droite traversée par une divergence interne sérieuse. Le débat pourrait être résumé ainsi. Nous faisons collectivement le constat que la situation du pays ne cesse de se dégrader et nous partageons à peu près le même diagnostic quant à ses causes. Mais avons-nous intérêt à imposer aux navires un vrai changement de cap, sachant qu'une telle prise de risque peut se traduire par la mutinerie d'une partie de l'équipage ? Car convenez-en, les intérêts particuliers bousculés par toute réforme prise en vue de l'intérêt général n'appartiennent pas tous à l'électorat de gauche, loin s'en faut. N'est-il pas plus avisé de durer au pouvoir en se contentant de poser des rustines sur les vieilles chambres à air du pays plutôt que de changer les pneus usés jusqu'à la corde ? Durer au pouvoir afin de repasser la patate chaude à l'opposition. Le camp réformateur auquel vous appartenez, Valérie Pécresse, rétorque que le pays récompensera le gouvernement qui aura su enrayer son déclin et de saluer la 3e victoire électorale d'Angela Merkel en Allemagne qui infirme la théorie selon laquelle toute élection en Europe se solde par la défaite du sortant. Théorie qui a servi, ne l'oublions pas, à justifier la défaite de Nicolas Sarkozy l'an dernier. Mais enfin, rétorque le camp d'en face. Qu'a fait Angela Merkel, sinon hériter des réformes du social-démocrate Gerhard Schröder? Or, il a lui-même été battu. Laissons les socialistes assumer l'impopularité des réformes, ils auront, eux, l'oreille des syndicats. Le rêve secret de bien des dirigeants de l'UMP n'est-il pas que François Hollande cache un Gerhard Schröder, qu'il prenne sur lui de mener toutes ces réformes que vous n'avez pas osé faire? Car le gouvernement auquel vous avez appartenu était lui aussi parti tambour battant sous le drapeau des réformés. Il s'est rapidement enlisé. Nicolas Sarkozy n'en a retrouvé le chemin qu'en fin de mandat, quand il était trop tard. Alors aujourd'hui, vous venez nous proposer de graver dans le marbre un certain nombre de règles. La croissance du montant des prestations sociales limitée au niveau de la croissance, le retour à un respect plus scrupuleux de l'article 40 de notre Constitution qui interdit aux députés d'augmenter infiniment les impôts. Vous proposez bien des réformes ambitieuses, comme la réduction de moitié du nombre des parlementaires, la fusion des départements et des régions, afin de réduire là aussi le nombre d'élus, mais surtout celui des fonctionnaires territoriaux.
Vous plaidez à nouveau pour le transfert des charges pesant sur le travail vers les taxes sur la consommation, ainsi que le détricotage intégral des 35 heures, et vous allez jusqu'à prôner le recrutement de fonctionnaires sous contrat pour des durées limitées, ainsi qu'un spoil system à la française pour la nomination des directeurs d'administration centrale. Vous avez pris connaissance, comme nous tous, ce week-end, de la réaction de Nicolas Sarkozy au discours récent de son ancien Premier ministre François Fillon. Je le cite. « C'est un drôle de programme de promettre les 39 heures payées 35 et la retraite à 65 ans. Bon courage à celui qui veut se faire élire là-dessus. » L'électorat, lui, sait qu'on n'est jamais aussi radicalement réformateur que dans l'opposition et jamais aussi conservateur qu'une fois revenu au pouvoir. La chronique de Brice Couturier sur franceculture.fr. Valérie Pécresse. Mon espoir, parce que la question derrière, c'est le sort de notre pays, c'est l'avenir de nos enfants. Mon espoir aujourd'hui, c'est que les Français sont mûrs pour un discours qui soit un discours de vérité et qui sont surtout mûrs pour voter pour l'homme politique qui leur tiendra ce discours. Alors, dire qu'on est toujours très conservateur au pouvoir, c'est un peu injuste, parce que on a fait des réformes dans le quinquennat précédent qui étaient des réformes que personne n'imaginait qu'on puisse faire. La réforme de l'université en est une, mais le changement de l'âge légal de la retraite à 62 ans en est une autre. L'instauration d'un service minimum dans les transports. Donc, l'auto-entrepreneur. L'auto-entrepreneur. Non, mais Nicolas Sarkozy je crois que ça se limite à a eu un grand mérite, celui de montrer que la France était réformable si on s'en donnait les moyens. Là où on peut être déçu, c'est qu'effectivement, il y avait d'autres réformes qui n'auraient peut-être pas mis le pays dans la rue et à feu et à sang, et qu'on aurait pu faire si on avait été jusqu'au bout. La fusion département-région en est une, la TVA anti-délocalisation qui aurait dû se faire plus tôt. Donc je pense qu'il faut faire un inventaire serein du quinquennat, voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Mais je crois aujourd'hui vraiment qu'on peut aller sur un discours de vérité. Et effectivement, pas les 39 heures payées 35, mais les 39 heures avec un accord salarial gagnant. Et puis, les 39 heures dans les entreprises qui ont besoin d'être aux 39 heures. Il y a des entreprises qui ont besoin d'être à 35 heures, des entreprises qui ont peut-être besoin d'être à 32 heures, compte tenu de la gravité de la situation économique. Moi, je plaide pour la souplesse, je plaide surtout pour un dialogue social complètement et profondément renouvelé. Et le sujet, en réalité, du livre, c'est est-ce que les Français seront des alliés des réformateurs? Est-ce que les Français vont faire bouger leurs propres syndicats? Est-ce que la France silencieuse, grâce aux réseaux sociaux, peut aujourd'hui se mobiliser, et pas seulement sur des sujets de sécurité, aussi sur des sujets économiques? Alors, Stéphane Rosès, c'est Thierry Pêche? Oui, vous posez la question, est-ce que les Français seront les alliés des réformateurs? Mais est-ce que c'est pas plutôt le contraire qu'il faudrait dire? Est-ce que les réformateurs partent de ce que sont les Français? Parce que vous dites, il faut faire l'inventaire de ce qui a été fait, ce qu'on a réussi, ce qu'on n'a pas réussi. Bon, un inventaire, ça dit, ça c'est bien, ça c'est mal. Mais est-ce que plus profondément, la difficulté de Nicolas Sarkozy n'était pas qu'il tenait aux Français un discours de la France, selon les périodes, Guénaud, Gaullien ou Buisson, Maurassien, peu importe. Il parlait de la France, mais sa façon d'être et de faire montrait ou semblait montrer une défiance à l'égard des Français ou du modèle. De temps en temps, il s'appuyait sur certains contre d'autres, ou de temps en temps, il semblait dire « je réforme dans tous les sens, comme ça, il y a bien une ou deux réformes qui va passer ». Et est-ce que c'est pas ça que les Français ont renvoyé à Nicolas Sarkozy? Aujourd'hui, il renvoie à François Hollande que sa façon d'être un joueur de go, un médiateur, semble, comme Nicolas Sarkozy, dire que la France aurait un problème avec le monde tel qu'il est, et qu'il faudrait ne pas mobiliser les Français à partir de ce qu'ils sont. Est-ce que c'est pas ça ce qu'a été le vice de forme du sarkozysme, c'est-à-dire une incohérence entre les buts affichés et des façons d'être et de faire? Valérie Pécresse. Ce que vous dites montre bien qu'on personnalise trop le pouvoir. Je plaide pour un contrat social qu'on passe sur les idées, sur les solutions. Et à partir de ce moment-là, ce contrat social, bien le leader qui l'incarnera, l'équipe qui l'incarnera, devra le mettre en œuvre. Mais pour moi, 2013-2014, c'est le temps des idées. Et la guerre des égos, la bataille du leadership, les questions de personnalité doivent être mises au second plan. Parce que ce que veulent les Français, c'est des solutions à la crise du pays. On n'y est pas encore, si je puis me permettre. Non, mais je le sais bien qu'on n'est pas encore. Mais vous savez, cet ouvrage, c'est aussi un peu une thérapie personnelle. C'est-à-dire, la politique, c'est quoi aujourd'hui? La politique, c'est trouver des solutions. Alors, les solutions,
solutions, elles sont beaucoup plus pragmatiques, beaucoup moins idéologiques qu'on le dit. Ça décevra peut-être ceux qui aimeraient donner des étiquettes. Est-ce qu'on est souverainiste? Est-ce qu'on est social-libéral? Est-ce qu'on est gaulliste? Est-ce qu'on est social? C'est des étiquettes, en réalité. Moi, je crois qu'un certain nombre des réformes et des solutions qu'il faut apporter pourraient être apportées par un gouvernement de gauche. Alors, pas totalement de la même façon que par un gouvernement de droite, c'est pas vrai, on n'a pas tout à fait la même sensibilité des choses. Mais en réalité, vous l'avez dit, Gerhard Schröder a fait une partie des réformes en Allemagne. Il a failli être réélu, parce que ces réformes commençaient à porter leurs fruits. Donc, en réalité, il lui a manqué 6 mois. Donc, je ne suis pas sûre que la malédiction Schröder du réformateur qui n'est jamais réélu, il faille en faire vraiment un dogme. En revanche, dire que Mme Merkel n'a rien fait d'autre qu'entériner les réformes de son successeur, c'est un non-sens absolu, c'est ce que veulent faire croire les socialistes. On ne reste pas 15 ans au pouvoir si on n'a pas exercé ce pouvoir. Elle a fait faire la règle d'or pour remettre l'équilibre des finances publiques, elle a fait la réforme universitaire en Allemagne, elle a mis des universités d'excellence contre la volonté d'une certaine partie des corporatismes universitaires allemands. Donc la vérité, c'est qu'elle a fait la réforme des retraites en Allemagne aussi. Elle a su également aller contre son camp avec l'arrêt du programme nucléaire, justement, et là, pour en l'occurrence, donner raison à l'opposition. Elle a fait la transition énergétique, vous avez tout à fait raison, elle a donné une réalité. Donc la vérité, c'est qu'elle a fait des grandes réformes et que c'est que la myopie française qui permet de la cataloguer comme simple, j'allais dire, dans la continuité de Gerhard Schröder. Alors Thierry Pech? Oui, on pourrait faire une toute autre analyse des succès allemands. Je pense qu'elles ne doivent pas grand-chose aux grands réformateurs, comme vous dites, Schröder, mais peu importe. La question que je me pose, c'est... Enfin, en tout cas, Mme Merkel a poursuivi dans le mouvement de réforme qui permet à l'Allemagne d'être aujourd'hui très compétitive, d'augmenter ses salaires et de créer de l'emploi. Mais je ne m'attendais pas à un tel genre d'admiration pour la transition énergétique allemande. Vous nous direz tout à l'heure si vous êtes favorable à ce je ne dis pas que je souhaite la même politique que celle de l'Allemagne, en France. Ce que je dis, c'est qu'on ne peut pas dire que Mme Merkel n'a pas fait des grandes réformes depuis 15 ans. C'est pas vrai. C'est pas non-sens. Ma question, c'était pas ça. C'était si on met de côté les étiquettes, etc., est-ce que finalement vous n'auriez pas aimé faire la politique qu'est en train de faire François Hollande? Je vous donne quelques exemples. Une politique de l'offre à destination des entreprises qui est tout de même assez généreuse. Le CICE, 13 milliards 10 milliards l'année prochaine, 20 milliards celle d'après, 14 milliards de coupes dans les dépenses publiques. Vous l'avez tellement dit et jamais fait. Alors l'ANI, alors vous dites dialogue social, voilà un gouvernement qui a laissé discuter les partenaires sociaux. Il est sorti de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier dernier, des choses que vous aviez vous-même proposées, la possibilité de déroger au droit du travail, etc. Tout ça a été écrit dans la loi. Bref, si on oublie qui est qui et les couleurs, etc., on se demande si finalement vous n'auriez pas aimé mener cette politique sous une autre bannière. Une patronne à Bercy. Alors, Valérie Pécresse. Moi, ce que je ressens, je vous le dis clairement, c'est qu'il y a un décalage total entre le discours du gouvernement et ses actes. Il a le discours de la compétitivité. Évidemment, ce discours, c'est le mien. C'est le discours de baissons le coût du travail, assouplissons le droit du travail, baissons les dépenses. Ça, c'est le discours. Mais la réalité est tout autre. Ces coupes dans les dépenses, elles n'existent pas. Ce crédit d'impôt compétitivité des entreprises, il n'existe pas. Enfin, il va peut-être exister l'année prochaine. C'est un scoop. Mais non, bien sûr que non. Mais bien sûr que non. Mais attendez, on avait fait, nous, la TVA anti-délocalisation qui devait, dès 2012, permettre aux entreprises de baisser leurs charges sociales de près de 5%. Cette année, en 2013, le crédit d'impôt compétitivité, ça représentera au mieux, selon les chiffres de M. Moscovici, 2 milliards d'euros. 2 milliards. Donc on a supprimé 13,6 milliards pour faire quelque chose qui, en 2013, représentera seulement 2 milliards. La subtilité. Mais attendez, vous me dites, est-ce que j'aurais voulu faire la politique de François Hollande? 2013. Est-ce que vous pensez que la France pouvait attendre un an pour baisser les charges de ces entreprises? Est-ce que vous pensez que la situation de l'emploi est telle que ça valait le coup de repousser d'un an un crédit d'impôt? Alors, le crédit d'impôt va arriver, on va voir s'il est financé, mais on a perdu un an sur le crédit d'impôt. Sur les baisses de dépenses, c'est une subtilité de langage, c'est un tour de passe-passe. D'ailleurs, Bernard Cazeneuve a fini par avouer, dans une séance un peu houleuse à l'Assemblée nationale, que ces baisses de dépenses n'étaient pas des baisses de dépenses, que c'était des non-hausses. J'ai fini par le lui faire avouer, il n'a pas aimé devoir le reconnaître. Et il a dit, la seule baisse de dépenses qu'il y a, c'est le 1,5 milliard de baisse des dépenses sur les collectivités locales. Le problème,
Vous allez me dire, c'est historique. Oui, sauf... c'est ce que j'allais vous dire. Vous allez me le dire. Mais je le lisais dans vos yeux. Vous allez me dire, c'est historique. Eh bien oui, sauf que c'est un tour de passe-passe, figurez-vous. Parce que le gouvernement est allé voir le Conseil national des finances locales. Et il leur a dit, vous allez pouvoir augmenter les impôts locaux à due concurrence de cette baisse des crédits de l'État. Et donc, les Français, qu'est-ce qu'ils vont voir à la fin de l'année? Ils vont voir les impôts locaux augmenter parce que l'État aura baissé les dotations aux collectivités locales. Ça s'appelle pas une baisse des dépenses. D'ailleurs, le vrai problème, mais franchement, je jette pas la pierre à Bernard Cazeneuve ou à Pierre Moscovici. On ne peut pas baisser les dépenses de l'État si on ne diminue pas le nombre de fonctionnaires et si on ne diminue pas le périmètre des interventions de l'État ou si on ne va pas sur une forme de maîtrise supplémentaire des dépenses sociales. On ne peut pas le faire. Alors la stabilisation actuelle, eh bien, c'est un peu comme ce qu'on en avait fait en 2011. Ça ne va pas du tout assez loin compte tenu de la situation. Sur l'accord national interprofessionnel, vous avez raison, c'est une bonne chose. On aurait voulu le signer. Je dis d'ailleurs que les syndicats n'ont pas voulu le signer en 2011 pour pas faire un cadeau électoral à Nicolas Sarkozy. Mais maintenant, il faut aller plus loin. Il faut aller plus loin dans la réforme et afficher le cap clair de la compétitivité, pas seulement dans les mots, dans les actes. Frédéric Bettezo. Oui, vous avez consacré, Valérie Pécresse, un chapitre, c'est le chapitre 4, à la violence paralysante en France. Vous racontez que c'est pas agréable de voir son effigie brûlée à la Sorbonne ou d'être accueilli par les sifflets. Vous racontez aussi que vous aviez regretté qu'Olivier Besancenot, sur un plateau télé, vous dise « Oui, vous êtes élu, mais nous, on va aller dans la rue ». Vous avez quand même pas l'impression que cette violence, en tout cas verbale, s'est encore libérée depuis un an. Il y a eu les débats sur le mariage pour tous, les débats sur les Roms, certaines personnes de votre famille politique, notamment des cadres locaux ou des responsables de fédérations de jeunes ont des paroles extrêmement dures. Il n'y a pas une boîte de Pandore qui s'est ouverte depuis un an, notamment chez certains à l'UMP? La France est Valérie Pécresse. La France est ce pays totalement paradoxal, à la fois conservateur et révolutionnaire. Mais je parle devant un spécialiste des questions d'opinion, Stéphane Rosès. Conservateur et révolutionnaire. Moi, mon expérience personnelle m'a vaccinée contre la violence. Et m'a vaccinée définitivement. Déjà, j'étais anti-violente de caractère, mais vraiment vaccinée. Parce que les 170 évacuations d'universités que j'ai dû mener, avec la peur au ventre, parce qu'on a toujours peur d'une bavure dans ces cas-là. On a toujours peur d'un étudiant blessé. Vous rappelez les débats autour de la loi de Vaquet, les manifestations. Mais oui, et je me souviens de conversations que j'avais eues à l'époque avec Jacques Chirac sur le tragique accident de Malik Oussekine qui a paralysé. Il était tétanisé. Paralysé, mais pas que la droite, la gauche aussi. Il l'a fait complètement, c'était le tournant, ça a été le tournant de son mandat sur la question des réformes. Mais peut-être même été le tournant de sa vie politique, si on y réfléchit bien, en replaçant l'événement dans l'ensemble du paysage politique des réformes. Donc, si vous voulez, je crois que cette question de la violence, elle est elle va à l'encontre du suffrage universel, elle va à l'encontre de notre idéal démocratique. Besancenot, vous le disiez bien, m'avait dit, vous avez gagné dans les urnes, nous gagnerons dans la rue. Il n'a pas dit seulement nous irons dans la rue, il a dit nous gagnerons dans la rue. La rue fera basculer la démocratie. Et ça, je n'accepterai pas que ma propre famille politique soutienne ce genre d'initiative, parce que je crois profondément à la démocratie. Mais qu'est-ce que vous pouvez faire alors, vous qui représentez avec d'autres une forme de modération? Qu'est-ce que vous dites à ce sénateur UMP qui dit « moi je veux tirer contre Roland et sa bande », à ce maire UMP qui dit « si quelqu'un commet l'irréparable contre un Rome, je le soutiendrai ». Qu'est-ce que vous pouvez leur dire sur la à ces gens-là? Sur la question de Gilles Bourdelex, puisque c'est celui que vous citez, le deuxième sur les Roms, j'ai condamné totalement fermement ses propos et j'ai même demandé si on ne pouvait pas prendre des sanctions à l'Assemblée nationale. Alors il se trouve qu'en fait les propos qui ne sont pas tenus dans l'enceinte de l'Assemblée nationale ne peuvent pas donner lieu à sanction, donc il faut les sanctionner. Et là, je parlais du maire de Croix en l'occurrence. C'est un autre maire. Bon. Mais vous savez, la violence de la société, elle est intrinsèque à la société française. Ce qu'il faut, c'est effectivement que ceux qui exercent le pouvoir, c'est-à-dire le gouvernement, les parlementaires, soient toujours là pour essayer de prôner une voie démocratique, une issue démocratique. Nous sommes des républicains, la loi s'applique pour tous, et quand il faut la changer, il faut la changer. Alors, il nous faudrait quand même évoquer la question et la situation de l'UMP, Valérie Pécresse, et de la vie politique française d'ailleurs tout à fait en général, parce qu'au fond, si l'on dit aujourd'hui que l'UMP est dans une passe un peu compliquée, notamment pour savoir et comprendre quelle est son unité, qui sera son leader pour 2017, on dit de même, au fond, pour la gauche, en attribuant après tout aux propos
propos de Manuel Valls, un intérêt lié à la question du Front National et ce qui se passera pour les municipales. Est-ce que vous pensez, cela dit, vous, que la question du Front National, la peur panique que l'on dit à l'UMP, de ce que les sympathisants UMP aillent plus voter Front National qu'ils ne l'ont fait jusqu'à présent, est-ce que cette peur panique-là, selon vous, mine entièrement la question du débat politique en France aujourd'hui? Pour moi, François Hollande joue avec le feu. Il met en avant le Front National, il essaye d'organiser les scrutins électoraux de façon à ce que le Front National puisse être représenté partout. Il a changé... Attendez, François Hollande ou François Fillon? François Hollande. Non, mais François Hollande qui met des scrutins de liste dans les villages de 1000 habitants. François Hollande qui veut remettre de la proportionnelle au Parlement. François Hollande qui change les modes de scrutin régionaux pour remettre le Front National au cœur du scrutin régional pour être sûr d'handicaper durablement la droite et de l'empêcher... C'était une vieille tactique mitterrandienne. Bon. Oui, c'est une tactique tout à fait mitterrandienne, mais qui peut arriver en boomerang. Parce que vous dites peur de l'UMP vis-à-vis du Front National. Eh bien moi, je conseille au Parti Socialiste de se méfier. Parce que ce que je vois aujourd'hui, c'est un boomerang qui est en train d'être lancé. Quand on regarde le vote dans l'Oise, quand on regarde le vote à Villeneuve-sur-Lot, c'est des électeurs de gauche qui ont voté Front National. Et donc, utiliser le Front National comme arme pour empêcher l'alternance politique à droite, ça peut finalement devenir une bombe à retardement pour l'ensemble de la démocratie. Donc je crois qu'il faut qu'on réaffirme tranquillement notre combat contre les extrêmes qui n'ont pas les bonnes solutions pour le pays. Et de ce point de vue, j'aimerais bien, j'ai toujours demandé à la gauche de condamner les manœuvres des extrémistes de gauche. Je l'avais demandé lors des occupations de fac. J'ai demandé à la représentation nationale de condamner les occupations de fac illégales, de condamner les violences qui étaient pratiquées dans les facs. Elle ne l'a jamais fait. C'était un silence complice et complaisant. Mais François Fillon a réenfoncé le clou tout de même ce week-end en voulant expliquer au fond ce qu'il avait voulu dire avec cette question de ne pas être sectaire ou qu'entre deux sectaires on pouvait ne pas choisir nécessairement le Parti Socialiste, allusion à l'idée qu'on pouvait accueillir en son sein des électeurs du Front National. Il est revenu sur la question en disant finalement et en se référant à quelqu'un que vous aimez, que vous citez dans le livre, et puis vous avez de la famille qui a été notamment ami de Malraux et donc de la question du gaullisme et du général de Gaulle, en disant moi je suis comme le général de Gaulle qui ne demandait pas son CV et leur CV à ceux qui voulaient le rejoindre en 1940. Rappelons qu'en 1940, juillet 40, ils étaient 350 à Londres à peu près. Mais nous n'allons pas arrêter de parler à tous les Français, parce que certains d'entre eux votent extrême. Nous parlons à tous les Français, il faut rassembler les Français autour d'un programme de redressement national. Je crois qu'il faut un sursaut national. Et je crois qu'un certain nombre des Français qui votent extrême par désespérance et par colère. Et ils sont de gauche, ils sont de droite. Vous savez bien que François Fillon a aussi fait scandale en disant qu'il voulait rassembler un certain nombre d'électeurs de la gauche sur son programme. Stéphane Rosès, sur cette question-là. Oui, sur la question du Front National et d'une possible instrumentalisation de la gauche sur cette question, on voit bien que vous repérez le danger. On a pu dire en son temps que François Mitterrand, par la proportionnelle, le débat européen avait souhaité enfoncer un coin. Et après une période de tergiversation, Jacques Chirac, en 88, deuxième tour de la présidentielle, Jacques Chirac a une position très claire sur la question du Front républicain qui rétablit les choses. Mais on se demande pourquoi François Hollande ferait-il preuve d'un tel machiavélisme pour que le Front National pose problème à la droite, puisqu'il y a Patrick Buisson. Patrick Buisson fait lui-même le travail de François Hollande en ce que la ligne qu'il souhaite imprimer à la droite et à l'UMP, c'est à terme une droite nationale. Et là, est-ce que le sujet n'est pas, à partir du discours de Grenoble, le fait que Nicolas Sarkozy a pensé habile électoralement d'aller sur une orientation qui dirait, en reprenant le thème du Front National, on récupère l'électorat du Front National. On avait cru entendre que François Fillon disait, ce qui me distingue de Nicolas Sarkozy, c'est que Nicolas Sarkozy pense que le Front National est un adversaire, alors que moi je pense qu'il y a une question de valeur. Et là, on entend, à la grande stupéfaction de la plupart, François Fillon semblait remettre dos à dos les dits sectaires, et donc, si on a bien entendu, d'un côté le Parti Socialiste et de l'autre le Front National. Alors, est-ce que ce ne sont pas ces ambiguïtés-là qui font que, comme le disait Jean-Marie Le Pen à l'époque,
l'époque, les gens préfèrent l'original à la copie. Est-ce que vous croyez que Sarkozy a récupéré les voix du Front National en 2007 sur la question de pointer l'autre, ou en tenant un discours national, travail, mérite, pouvoir d'achat? En un mot, est-ce qu'on récupère l'électorat du Front National en ayant un propos gaullien, ou en courant après les thématiques du Front National qui visent sans cesse à pointer les immigrés, les étrangers? Valérie Pécresse. Alors, deux réponses. D'abord, je vous mets au défi de trouver dans le programme de Nicolas Sarkozy de 2007 ou de 2012 des propositions anti-républicaines. Ça, c'est la première réponse. Et la deuxième réponse, c'est que je pense que les Français voteront pour le candidat qui leur apportera des solutions au chômage, des solutions aux problèmes d'insécurité, des solutions... Marine Le Pen en apporte. Elle dit qu'il faut fermer les frontières. Oui, je suis d'accord. Préférence nationale en tout. Je suis fondamentalement d'accord avec vous. Je pense qu'il faut démonter les solutions du Front National. Aucune des solutions que propose le Front National ne peut fonctionner. Si on revient au franc, eh bien, on est en faillite, c'est tout simple. On est en faillite si on ferme les frontières. Il y a 7 millions de Français qui travaillent à l'export. Comment est-ce qu'on leur donnera du travail? Donc, il faut démonter avec des mots très simples les propositions de Madame Le Pen. Aujourd'hui, elle parle à nos agriculteurs. Moi, je voudrais comprendre quel est le grand enjeu de l'agriculture française aujourd'hui. C'est d'exporter sur de nouveaux marchés. C'est certainement pas de se replier sur les frontières. Donc, je pense qu'il faut qu'on démonte une par une les propositions de Madame Le Pen qui ne marcheront pas. Mais il faut aussi, en contrepartie, qu'on donne l'espoir aux Français qu'on va résoudre les problèmes et résoudre la crise. Alors, Brice Couturier et puis Frédéric Mettezo-Boris. Dans Libération, vous avez dit « ça va peut-être faire hurler à Libération, mais Nicolas Sarkozy n'a pas perdu parce qu'il était trop à droite ou trop au centre, il a perdu parce qu'il n'a pas su faire la pédagogie de ce que nous devions faire ». Est-ce qu'à droite, il n'y a pas aussi une division entre ceux qui sont sur le côté idéologique, qui se disputent pour savoir s'ils sont néo-gaullistes ou plutôt sociolibéraux ou européanistes ou souverainistes, et puis les gens comme vous, peut-être parce que vous êtes passé comme François Hollande d'ailleurs par les HEC avant de faire l'ENA, qui sont du côté des solutions concrètes, mais qui n'ont pas tellement, on n'a pas tellement l'impression que vous soyez vraiment entendu. On a l'impression que le débat est largement monopolisé par les idéologues et pas par les pragmatiques dans votre genre. Dans votre propre famille, je ne parle pas de la gauche pour l'instant. Je suis l'avocate du pragmatisme en politique, mais je suis aussi l'avocate des valeurs. J'ai des valeurs et je les défends. Je pense que, d'abord parce que je suis gaulliste d'origine, mais je me sens aussi social-libérale. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je veux défendre le travail. Le travail doit payer davantage. On a un vrai souci avec le travail. La valeur travail n'est pas assez défendue. Et de ce point de vue, je rejoins totalement les positions du Sarkozy de 2007. Simplement, on aurait dû le faire. On aurait dû baisser les charges sur les salaires, baisser les charges sur l'emploi, de façon à ce que rendre le travail attractif, le SMIC net soit plus élevé, le SMIC net, pas le SMIC brut. Et de ce point de vue, il fallait qu'on ait une position beaucoup plus forte sur cette question du travail, qui est une valeur clivante. L'autorité est ma valeur, la liberté est ma valeur, la justice est la valeur clé. Et cette justice, malheureusement, la gauche a essayé de la capter, mais les Français voient bien aujourd'hui que cette politique qui est menée par le gouvernement Hollande, elle est profondément injuste et elle clive profondément les Français, contrairement à l'engagement qu'il avait pris. Enfin, s'il réussit à son forme Paris d'inverser la courbe du chômage, qui a fait beaucoup les dents, cette expression inverser la courbe du chômage. Mais moi, j'inverse pas des courbes. Moi, je crée des emplois et je crée des vrais emplois, des emplois durables. Vous verrez. Ça conduit à inverser les courbes, vous verrez. Mais 600 000 emplois aidés avec l'argent du contribuable, ça conduit à quoi? À l'overdose fiscale qui asphyxie la croissance. C'est pas de l'emploi marchand qui est en train de se créer, et vous le savez bien. Frédéric Mettezo. Oui, sur la question du Front National, vous disiez tout à l'heure en première partie d'émission, Angela Merkel a fait taire une idée reçue, c'est qu'en Europe, les sortants peuvent être réélus. Est-ce qu'on n'a pas eu hier en Autriche la fin d'une autre idée reçue, c'est qu'on vote extrême droite parce qu'il y a la crise. En Autriche, le chômage est à moins de 5%, l'extrême droite a gagné 4 points. Finalement, pour quelles raisons on vote extrême droite en Europe? La preuve, on voit en Autriche que ce n'est pas une question d'économie, de pouvoir d'achat. Donc, est-ce qu'on ne vote pas extrême droite parce qu'il y a une poussée des idées racistes et xénophobes en Europe et donc en France? Valérie Pécresse. Alors d'abord, la situation autrichienne est très spécifique et vous le savez bien. Le vote extrême en Autriche fait partie d'une histoire culturelle qui n'est pas celle de la France et qui n'est pas celle des autres pays européens. Donc il faut se garder de faire des généralités à partir d'un seul cas national. Mais la crise que nous vivons, elle n'est pas seulement
économique, elle est aussi identitaire, elle est aussi morale. Il suffit de voir le vote extrême profite évidemment de chaque scandale, par exemple, qui touche la classe politique. Donc la vérité, c'est que le report dans les votes extrêmes est un report, j'allais dire, de mécontentement profond vis-à-vis d'une classe politique. Alors ça peut être pour plusieurs raisons. Son impuissance économique, son impuissance en matière de liberté ou de sécurité, son impuissance ou sa, j'allais dire, ses défauts en matière morale. C'est pas une question d'intolérance alors? Ça peut être une crise identitaire autrichienne, oui, une crise de l'identité autrichienne qui se voit dans un monde mais pas en France. auquel elle n'adhère pas. La France, c'est différent. Nous avons une tradition d'ouverture et d'universalité. La France se voit un grand pays, et un grand pays ouvert au monde. Moi, je l'ai vu au moment de la circulaire Guéant, je l'évoque. Alors, oui, c'est intéressant. Vous étiez en conflit tout de même avec les effets induits par cette circulaire. Vous lui dites un jour, les universités vont être à feu et à sang. J'imagine que vous n'avez pas voulu interdire l'entrée, le droit de séjour aux universitaires étrangers. Il vous répond non, mais le fait est que c'est à cela que ça conduisait, cette circulaire à l'époque. Alors, il faut replacer les choses dans le contexte. Et vous êtes très fumasse de ce qu'on ne vous dise pas, oui, on va l'abroger ou on va l'assouplir. Non, il faut replacer les choses dans son contexte. Dans leur contexte, je n'étais plus ministre de l'université à ce moment-là. J'étais ministre du budget, porte-parole du gouvernement, quand la circulaire de Claude Guéant sort. Et je vais le voir, non pas parce que je pense que les universités vont être à feu et à sang, parce qu'elles pourraient être à feu et à sang pour de bonnes raisons. Vous lui dites ça, on s'émeut beaucoup, vous dites. Non, je lui dis simplement que oui, il y a des dérives dans les fausses inscriptions d'étudiants. D'ailleurs, j'en ai pris ma part, puisque vous savez que dans une université, j'ai été conduite à suspendre un président d'université, ce qui s'était jamais fait, pour des questions de fausses inscriptions de faux étudiants. Donc je lui dis oui, bien sûr, il y a des dérives des inscriptions d'étudiants et des dérives, des contournements de la loi sur l'immigration à travers des fausses inscriptions. Mais la circulaire n'est pas la solution, parce que la circulaire donnait l'impression que la France allait se refermer. En réalité, ce qu'il faut, c'est une autre politique universitaire d'accueil des meilleurs étudiants étrangers en France. Et ça, c'était possible autrement, et Claude Guéant ne m'a pas écouté. 2 secondes, Thierry Pech, mais 2 secondes. Pour être sûr que les auditeurs aient bien compris votre position, est-ce que vous pouvez nous dire si vous jugez que les socialistes peuvent être plus sectaires que le Front National ? Mais je l'ai dit, moi, jamais je n'appellerai à voter pour un candidat Front National. Bon, ça fait partie de mes valeurs. Maintenant, ce que je reproche à la gauche, et objectivement, elle n'a pas de réponse et elle évite toujours le sujet, c'est son alliance avec l'extrême gauche. Je l'ai eu en face de moi, l'extrême gauche. J'ai failli me faire taper dessus avec des barres de fer. Donc je n'accepterai pas qu'on dise qu'on ne renvoie pas dos à dos les extrêmes. Et ça, c'est pour moi la faute morale de la gauche.